Oui, bonjour. Je suis donc Ludovic Valadier, je travaille à la Caisse des dépôts et je m'occupe d'innovation et de développement à la direction des investissements et depuis aujourd'hui à la Banque des Territoires. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Alors, j'avais un long PowerPoint. J'ai appris hier que c'était un format TEDx. Alors, je ne lis pas mes mails jusqu'au bout, donc du coup, j'ai choisi cette photo. Elle est très bien parce que, en contraste par rapport à ce que vient de dire Sandra, elle nous dit quelque chose sur la technologie, sa nécessité et puis son caractère désuet, avec un graphisme des années 50, à l'époque où on voulait conquérir des territoires qui étaient au-delà du globe. Donc, ce matin, moi, je vais vous faire un peu un panorama des écosystèmes d'innovation territoriaux et notamment des politiques publiques qui ont aidé à les développer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis 20 ans, je fais ça. Donc, j'ai pu les voir. Donc, j'ai une expérience sur une génération, on va dire, de politiques publiques. Alors, première chose, ou premier concept, ou première vision de la politique publique en matière d'innovation, Sandra l'a évoqué. Au départ, on s'est imaginé que l'innovation naissait essentiellement de la technologie ou de la science. En fait, on fabrique l'innovation par transfert technologique. C'est toutes ces politiques d'innovation qu'on a pu voir dans les années 70, 80, 90. 90, le Bayh-Dole Act aux États-Unis, avec les premières TTO, les organismes de transfert de technologie dans les universités américaines, qui ensuite sont arrivés en France avec la loi Allègre en 99 et aujourd'hui les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Donc c'est une vision purement linéaire qui consiste à penser que c'est à partir de la science, dans une logique linéaire de transfert vers un marché. On parle de technologie push ou de market pull. Vision linéaire qui consiste à penser que l'innovation territoriale est issue finalement des lieux du savoir. On a même pensé à un moment qu'il y aurait un marché de la connaissance. On a fait des essais, il y a eu des enchères de brevets. On a développé des fonds d'investissement, j'en ai monté un qui s'appelle France Brevet, sur les marchés de la connaissance. Mais on voit que c'est une vision assez limitée. Si on fait un parallèle au territoire, ou à la cartographie territoriale, si on se limite à cet aspect-là, la France ressemblerait uniquement à la concentration des lieux du savoir, c'est-à-dire les universités, les centres de recherche, aujourd'hui ce qu'on appelle les communes. Ce serait une vision assez déformée finalement de l'innovation, de dire que c'est uniquement cet ingrédient-là qui compose l'innovation. Deuxième entrée, deuxième élément de politique publique, on s'est dit très vite que finalement la science est certainement essentielle dans l'innovation, mais il lui faut lui associer une réalité économique. Et dans les politiques publiques qu'on a pu vivre au début des années 2000, ça a été la grande mode de l'innovation partenariale, c'est-à-dire la rencontre du public et du privé. Les laboratoires se sont ouverts aux entreprises, les entreprises ont changé de dynamique, de culture. Je cite deux entreprises françaises emblématiques, PSA, pour qui j'ai travaillé quand j'étais étudiant, Michelin, étaient des entreprises où l'innovation était secrète, fermée. Secret fermé. PSA, ces 5 dernières années, grâce à un universitaire à la tête de l'innovation, a développé le STEL Labs, université ouverte, sur l'ensemble de l'Europe. Donc c'est un changement complet de culture. Et dans les politiques publiques qui ont porté ces innovations, bien sûr, on a vu l'alliance de l'ex-Datar et de la DGE qui a porté la première politique des pôles de compétitivité, qui était, de mon point de vue, une grande réussite, de la rencontre finalement des laboratoires et des entreprises. Donc c'est ce deuxième ingrédient économique, l'entreprise, politique des pôles de compétitivité qui vit bien sûr plusieurs phases, je ne ferai pas l'histoire de phase 1, 2, 3, et tous les dispositifs qui ont aidé aussi à promouvoir cette innovation partenariale, à la fois à l'échelle européenne avec les programmes cadres, mais à l'échelle nationale avec la naissance des agences de l'innovation industrielle,
qui n'a pas été très long, mais qui aujourd'hui essentiellement voit son dispositif continuer à travers BPI-France, et puis bien sûr l'Agence nationale de la recherche, sans citer le Fonds unique interministériel qui a largement abondé tous ces programmes de cluster. Donc si on projette finalement par rapport au territoire, qui est la question, on aurait, si j'avais eu la chance de vous présenter mon beau PowerPoint, une cartographie de la France où on verrait finalement un barycentre à la fois scientifique et économique des zones d'activité partenariale ou d'innovation ou des zones de cluster. L'association France Cluster a fait une très belle cartographie de tout ça. Je vous invite à la consulter. Elle est aujourd'hui en ligne depuis quelques jours. Troisième génération de politique publique. Je suis content d'avoir pu assister à la fin de l'exposé de Patrice Vergrit. Malheureusement, mon train ne m'a pas permis d'assister au début, mais je le connais puisqu'il est président de l'IVD, et donc on est membre de cette association. C'est le fait d'impliquer finalement les usagers et les citoyens dans les politiques d'innovation. On a commencé à parler de living lab territoriaux. Je me souviens, dans un programme de recherche partenariale, donc on est sur les 2 premiers pieds que j'ai évoqués, on fabriquait des maisons à énergie positive à Grenoble. Sauf que ça ne se passait pas du tout comme prévu quand on mettait l'homme dans la boucle. Pourquoi ? Parce qu'une maison à énergie positive, sur le papier, elle est censée consommer autant qu'elle produit. Mais ça dépend des usages. Ça dépend des usages et des cultures. Il y a des gens qui ouvrent leurs fenêtres le matin pour aérer leur maison pendant 1 heure. Il y a d'autres qui préfèrent vivre en bunker. Ça dépend des usages. Donc il est complètement nécessaire d'impliquer dans les politiques d'innovation l'usager, le citoyen, à la conception, à l'usage, et voire même au financement. J'y viendrai dans une seconde. Quelques exemples. Au début du téléphone portable, Toulouse avait imaginé utiliser les signaux GPS et GPRS des usagers des téléphones portables pour fluidifier le trafic de son agglomération. C'est ultra innovant, c'est il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça s'appelle Waze, ça s'appelle Google Maps. Vous ne le savez pas, mais toutes vos datas sont utilisées pour, bien sûr, vous géolocaliser, mais sont utilisées dans des applications qui, derrière, alimentent d'autres entreprises qui gèrent le trafic. Voilà. La data, bien sûr, c'est la révolution technologique, j'y reviens pas, d'aujourd'hui. C'est pas du hard comme ici pour aller sur la Lune, c'est vraiment du soft. Donc les usagers dans la boucle, c'est très important dans la conception, dans les usages. Dans les usages, par exemple, la naissance des nouvelles régions, eh bien, je prends juste Midi-Pyrénées, le nom Occitanie a été choisi par concertation collective en utilisant une application sur le web qui s'appelle Cap Collectif. Voilà. Consultation citoyenne, 300 000 votes. Tout à l'heure, on a évoqué la place Pétionne avec 57% de oui. Là, l'Occitanie, j'ai pas le taux, mais c'est 300 000 votes. On crée son territoire en impliquant le citoyen, l'usager, dans le programme d'innovation territoriale. Alors l'avantage de ce truc-là, c'est que l'innovation, elle trouve tout de suite son marché. En fait, votre usager, il est dans la boucle, il veut le produit, il le décide, il le conçoit et il le consomme. Donc ça, c'est vraiment très important dans les programmes d'innovation territoriaux. Et la dernière étape, et ça a été évoqué aussi par Patrice, c'est que finalement, l'usager, il peut être aussi financeur. Il évoquait le fonds social pour les chômeurs. On voit naître de plus en plus des innovations territoriales avec du crowdfunding. Et donc, en plus de tout ce que je viens de raconter, il y a une acceptation sociale totale et immédiate des innovations. Je vous donne cet exemple puisque en fait, on a des projets d'investissement territoriaux sur des éoliennes. Les éoliennes, ça fait souvent débat. Eh ben, certaines sont financées en crowdfunding. Et quand elles sont financées en crowdfunding, plus personne ne dit rien. Ça fait partie du projet territorial. On veut ce projet, on le finance et on y participe. Alors, dernier élément de politique publique, et finalement c'est l'essentiel, c'est un peu bizarre de se dire on n'a pas pensé ça au départ, c'est que finalement le quatrième ingrédient, c'est le territoire. Et j'ai eu la chance de faire partie du think tank qu'avait monté Louis Schweitzer quand il pensait le pays à 3. Et il nous a dit, je veux une feuille de route
pour des politiques publiques en matière d'innovation. Et on a construit ce schéma de pensée, science, entreprise, usagers, et puis on a rajouté le territoire. On a rajouté le territoire, on a dit, mais finalement, on va donner la main au territoire. On va donner le lead au territoire. Pourquoi donner le lead au territoire ? Mais pourquoi ? Parce qu'il y a l'intention politique. Écoutez le discours qu'on a eu tout à l'heure. L'intention politique, la flamme. Les collectivités reprennent le pouvoir sur l'innovation territoriale. Ils rajoutent leur droit à l'expérimentation, sont extrêmement innovantes en matière de propositions. Et finalement, ça a été le terreau de ce qu'on a proposé pour le PIA 3. Et l'appel à projet, j'y viens, 4e génération d'innovation territoriale, l'appel à projet qu'on a lancé qui s'appelle Territoire d'innovation de grande ambition. Voilà, l'appel à projet qu'on a lancé il y a 6 mois. C'est juste un énorme succès. On a reçu 117 candidatures, donc ça veut dire qu'on fait beaucoup de malheureux. Et aujourd'hui, plein de territoires partent en ingénierie pour composer des choses qui sont très différentes de ce qu'on a pu voir auparavant. Je cite juste quelques titres et vous verrez à travers les titres la profondeur des projets. Le Grand Nancy, projet d'innovation territoriale qui s'appelle Des hommes et des arbres sur la forêt, la sylviculture, la sylvothérapie. Grenoble, le projet GREAT, Grenoble Alp Together, un projet d'économie collaborative alors qu'on est dans la vallée de la tech. Intéressant. Nouvelle-Aquitaine, un projet sur le vin, tout particulièrement sur le milieu rural, avec le contraste entre l'économie du vin et bien sûr la ruralité. Lorient, sur un projet inclusif, totalement inclusif, sur le handicap. Happy Montana, sur des sujets de moyenne montagne, avec des problématiques Massif central, Auvergne-Rhône-Alpes, de dynamique économique à travers le tourisme, notamment avec la disparition de la neige en moyenne montagne, pour réinventer les territoires à travers le tourisme. Je ne vais pas faire cette liste à la Prévert de tous ces projets, surtout qu'ils ne sont pas encore sélectionnés et l'appel à projet est en cours. Et celui de Dunkerque, et puisque Yannick n'est pas là aujourd'hui, celui de Dunkerque est prometteur. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont en parler aujourd'hui et j'espère qu'on va visiter un certain nombre d'ingrédients. Celui de Dunkerque est bien sûr sur une industrie portuaire renouvelée, sans carbone, avec la population complètement impliquée dans le projet. Je ne suis pas là pour le présenter, donc je ne veux pas créer de dissymétrie dans la sélection. Donc j'ai besoin que vous vous laissiez guider par ma voix et je vais vous demander de fermer les yeux pendant 2-3 minutes. Donc allez-y, fermez les yeux, transportez-vous dans un jardin où il fait plutôt chaud.